Bonsoir à tous. C'est une tendance lourde. De plus en plus d'employés télétravaillent, parfois plusieurs jours par semaine. Un changement d'habitude qui s'installe durablement. Et cela a évidemment des conséquences dans de nombreux domaines. Cela risque de changer le visage de la ville dans les années qui viennent, notamment au niveau de l'immobilier de bureau et du développement commercial. Alors dans quelle mesure? C'est ce que l'on va tenter d'analyser avec nos invités. Des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Mathieu Strahl, bonsoir. Vous êtes docteur en géographie et chercheur à l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire de l'ULB. Et puis Astrid Flamand, bonsoir. Vous êtes co-responsable du développement auprès du promoteur immobilier AG Real Estate. Merci d'être avec nous. Alors Mathieu Strahl, on parle de massification du télétravail. C'est à Bruxelles que la pratique du télétravail est la plus répandue? Alors en Belgique, très clairement, et c'est lié à la structure de l'emploi, donc beaucoup d'emplois de services dans des grandes entreprises, beaucoup d'emplois qui sont aussi occupés par des personnes qui n'habitent pas à Bruxelles, et donc toutes des caractéristiques qui favorisent le recours au télétravail. Oui. Ouais. Et donc c'est essentiellement un phénomène de grande ville, si je vous ai compris. C'est essentiellement un phénomène urbain parce que c'est un phénomène qu'on rencontre surtout dans les services. Donc il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a toutes les travailleuses et travailleurs des activités ouvrières, des activités d'enseignement, des activités de transport, de soins qui ne peuvent pas télétravailler. Alors Astrid Flamand, est-ce que cette massification du télétravail, vous l'avez vu venir, vous l'avez senti venir au fil du temps ? Cette tendance, elle était déjà présente depuis plusieurs années. Le télétravail existait. Je crois qu'on l'a tous connu déjà depuis une petite dizaine d'années. Toutefois, vraiment, la crise sanitaire l'a accentué tout d'un coup d'une manière extrêmement exacerbée. Donc oui, on l'a vu venir, maintenant peut-être pas dans ces proportions-là. Oui, alors justement, vous le disiez, c'est l'explosion, c'est la crise du Covid qui a entraîné l'explosion du télétravail. Le confinement a forcé les entreprises à s'adapter très rapidement. Regardez l'extrait de ce reportage, on l'avait fait juste après le confinement en août 2020 chez Engie. Avant le confinement, 3500 personnes se croisaient dans ces bureaux du quartier nord. Et depuis, les bâtiments d'Engie semblent toujours aussi dépeuplés. Et pour cause, à peine 300 travailleurs viennent encore jusqu'au siège de l'entreprise, les autres télétravaillent. Mais nos bâtiments administratifs restent accessibles avec un poste sur 5 accessible et qui donc des postes de travail qui peuvent être réservés de façon via une plateforme informatique très facile et qui permet effectivement alors de gérer le nombre de personnes présentes dans nos bâtiments. Autre constat, avec le télétravail, les entreprises acceptent de repenser la raison d'être au bureau. Beaucoup plus événementiel, collaboratif, de travailler en projet ensemble. Quand on vient au bureau, on se met ensemble et on collabore ensemble. Dans le respect évidemment des mesures sanitaires et à plus long terme avec une réflexion sur la taille des bureaux et la mobilité vers son lieu de travail. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors Mathieu Strahl, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quel est le pourcentage de personnes qui télétravaillent dans les différents domaines? Est-ce qu'il y a une fourchette? Alors ce qu'on voit en tout cas, c'est que sur toutes les travailleuses et travailleurs actifs à Bruxelles, on tourne autour de 40-45% aujourd'hui de télétravail régulier, donc au moins une fois par semaine. C'est des taux qui sont beaucoup plus élevés, par exemple dans les services bancaires, dans les grandes administrations nationales, régionales. En général, dans les plus grandes structures, plutôt que dans les petites, où on peut alors atteindre une grande majorité des employés qui ont recours au télétravail de façon régulière. Et pour situer un pourcentage, il y a une étude de 2018 du SPF Mobilité et Transport qui disait qu'en 2018, donc 17% de la population active télétravaillait à domicile. On voit l'augmentation que ça a représenté. Tout à fait, tout à fait. Pour vous, il n'y aura pas de retour en arrière? Alors, de ce qu'on voit, donc on a aussi dans notre projet mené une enquête auprès d'un large panel de personnes qui ont recours au télétravail et auprès d'employeurs. Il n'y aura sans doute pas de retour en arrière. Il y aura plutôt une forme de stabilisation et de régulation de l'organisation du télétravail, mais pas un retour massif et systématique sur le lieu d'emploi. Alors Astrid Flamand, les conséquences pour le promoteur que vous êtes, est-ce que ça vous a forcé finalement à adapter la manière dont on aménageait les bureaux aujourd'hui, dont on les concevait?
Alors oui et non, il faut savoir que chez AG Real Estate, nous ne sommes pas qu'un développeur, nous sommes également un propriétaire, un investisseur. Et donc on a, outre les projets qu'on développe, redéveloppe entièrement, on a un portefeuille de 700 000 mètres carrés de bureaux, dont 2/3 sont à Bruxelles, ou qui sont remplis, donc qui ont des occupants, qui sont d'ailleurs, on a un taux de vacances inférieur à 5%, ce qui est mieux qu'il y a quelques années, pré-Covid. Donc avec cette expérience et avec ce portefeuille, on peut vraiment juger des occupants existants et de leurs demandes. Et ce qu'on voit quand on renégocie à leur demande ou à la nôtre en fonction des clauses contractuelles, c'est qu'on reste assez souvent dans les mêmes volumes, dans les mêmes superficies de manière générale, en tout cas pas drastiquement moins. Par contre, l'organisation elle-même, et je pense que ça recoupe les informations qu'on vient d'entendre ici dans le reportage, c'est qu'on s'organise autrement. Il y a beaucoup moins d'espace privatif par collaborateur, donc sa place, sa chaise, son ordinateur, son armoire, il y a moins de place pour ça, il y a beaucoup plus de place pour se réunir, pour se détendre, pour collaborer, et donc ces espaces-là prennent beaucoup plus de place qu'ils en prenaient par avant. Et donc on le voit dans nos immeubles existants, et on transfère ça, quand on redéveloppe entièrement ou qu'on construit un nouveau bâtiment, on en tient bien entendu compte. Oui, alors on va voir tout de suite un chiffre, si vous le voulez bien. Un tableau, c'est le stock des espaces bruxellois de bureaux. En 2023, c'était 12 500 000 mètres carrés de bureaux, 213 000 mètres carrés en moins qu'en 2021. Alors Mathieu Strahl, est-ce que le télétravail entraîne une diminution de la demande de surface de bureau? Comme on vient de l'entendre, il y a plusieurs phénomènes qui vont se rencontrer dans l'immobilier. Donc il y a la question de la reconfiguration des espaces pour s'adapter à du travail plus flexible et donc plus d'espaces collectifs par exemple. Et il y a la question aussi qu'on observe dans toute une série de grandes structures publiques ou privées qui a un recentrage vers le siège principal, vers des bureaux qui sont soit plus modernes, soit plus centraux, mieux connectés par exemple aux centres, aux axes de transport en commun. Et donc ça on le voit au niveau de l'Union européenne, on le voit au niveau du secteur bancaire, on le voit au niveau de la régie des bâtiments fédérales. Il y a une logique de recentrage vers des bâtiments soit plus récents, soit plus centraux, soit les deux. Oui, alors on va voir tout de suite un autre chiffre, c'est le taux de vacances, le chiffre de novembre 93, le taux de vacances qui atteignait 8,7%. Alors c'est plus que votre taux de vacances dans vos bureaux, mais il faut bien spécifier les quartiers. Il y a des quartiers où le taux de vacances est beaucoup plus élevé que dans d'autres en région bruxelloise. Oui, tout à fait. Je pense que ça dépend ce qu'on comprend par vacances. Si on est vraiment dans un bâtiment de bureau qu'on souhaite et qu'on va garder en bureau, là on est sur de la vraie vacance. Si on parle de certaines zones anciennement utilisées pour des bureaux comme à Evere, à Oudergem ou dans certaines zones de la périphérie bruxelloise, ces zones-là sont clairement des zones qui sont en train d'être reconverties. Et tous les projets qui y sont développés peuvent encore avoir un petit peu de bureaux, mais sont des projets résidentiels, mixtes, commerciaux et autres. Donc là, je pense que ce pas-là a déjà été fait par la plupart des développeurs. Je ne sais pas dans ces chiffres, évidemment, ce qui est donc encore... la source, c'est l'Observatoire des bureaux de la donc, région tout dépend de la définition de c'est quoi un bâtiment... Le taux de vacances, c'est le nombre de mètres carrés de bâtiments vides, de surface de bureaux vides. Est-ce que selon vous, ce taux de vacances va augmenter dans les années qui viennent, Mathieu Strahl? Alors de nouveau, ça va dépendre des tendances. Donc il y a sans doute une tendance lourde à la réduction des besoins de bureaux. Après, se pose la question de que deviennent ces bâtiments de bureaux. Est-ce qu'il y a une politique de reconversion? Vers quel type d'activité? Est-ce que c'est une politique publique ou basée sur l'action de promoteurs privés? Tout ça, ça peut avoir des impacts en termes de période de vide, mais aussi de ce que deviendront ces bâtiments vides, ou comment, etc. Oui. Alors pour vous, Astrid Flamand, le moteur de développement du secteur de bureaux dans les années qui viennent, c'est l'hypercentre, c'est l'hypercentre-ville? Alors, c'est l'hypercentre, en tout cas, c'est la mobilité. C'est comment accéder et qu'est-ce qu'il y a autour. Un employé, un collaborateur va vouloir aller au bureau s'il sait y arriver relativement facilement, ou en tout cas qu'il a un mode de transport jusque-là, et qu'il peut, sur le temps de midi ou après le bureau, pouvoir manger, aller faire son shopping, avoir des activités autour de son lieu de travail. L'attractivité, elle est générale
totale et elle inclut plusieurs facteurs. Et ça, c'est dans le bâtiment de bureau même pour les grands occupants, mais c'est aussi en dehors de son bâtiment et dans son environnement plus large, par quartier. On voit le centre-ville, on voit Total qui vient de se mettre en plein centre-ville. C'est aussi ça qu'ils offrent. Ils sont à côté de la gare centrale et ils ont toute l'offre que le centre-ville peut offrir en termes de loisirs, de shopping, de restauration. Et c'est ça que la plupart de ces grands occupants cherchent. Oui, alors vous le disiez, hein, il y a pas mal d'investisseurs ou d'occupants institutionnels, comme on les appelle, donc l'État fédéral par exemple, ou la Commission européenne, qui annoncent d'assez fortes réductions d'occupation de bureaux en région bruxelloise. Oui, donc on voit par exemple l'Union européenne, pour prendre ce cas-là, qui s'était déjà séparée de ses sièges les plus excentrés, donc notamment à Oudergem, et qui maintenant se sépare aussi de ses bâtiments plus anciens dans le quartier de la rue de la Loi, avec une reprise par le Fonds fédéral d'investissement et des logiques de reconversion. Et donc là, ce type de transformations-là sont assez structurantes pour un quartier, par exemple. Oui, alors on parle de 25% de réduction, 200 000 m² pour la Commission européenne. La Régie des bâtiments annonce une diminution de 200 000 m² d'occupation d'ici 2030. On sait que c'est un moteur important d'occupation, hein, oui. Ce type d'occupants institutionnels. Est-ce que ça entraîne des craintes pour vous, ça, à l'avenir ? À tout risque, il y a une opportunité à voir et je pense que ça va être très vrai dans le quartier européen. Tous ces bâtiments qui sont libérés ou cédés par la Commission, il y a des projets de redéveloppement dessus. Maintenant, on ne fait plus de monofonctionnel, tout est multifonctionnel. Donc va se retrouver là, en effet, de nouveau des bureaux qui seront réoccupés par la Commission ou par d'autres occupants qui souhaitent être dans le quartier, et du résidentiel, d'autres aménagements, du commerce. Pour le moment, le quartier européen est assez pauvre en commerce, par exemple. Donc vous n'êtes pas vraiment inquiète de diminution de ce portefeuille-là, je dirais? Disons que c'est un risque qui est présent, avec lequel tous les acteurs de l'immobilier doivent vivre, mais il faut plutôt voir l'opportunité et se dire comment on va répondre à cette nouvelle demande. Et je pense que la multifonction dans les quartiers, que ce soit le quartier nord ou le quartier européen, sera bénéfique pour tout le monde. Ouais. Alors Mathieu Strahl, il y a de nombreux plans légaux, hein, on appelle ça les plans d'aménagement directeur, qui ont été mis en place par la région. Ils prévoient beaucoup de développement de surfaces de bureaux. Est-ce que vous pensez que ces plans-là, aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on est en train de dire on a peut-être prévu trop de surfaces de bureaux? Ce qu'on voit en tout cas, c'est que les plans qui concernent des quartiers spécifiquement de bureaux sont plutôt mis dans les tiroirs ou mis à l'arrêt. Donc si on regarde le PAD loi, le plan d'aménagement directeur quartier loi, pour l'instant, a priori, il n'est pas mis en œuvre. C'est la même chose dans le quartier de la Gare du Midi. Et donc oui, il y a sans doute une question pour les pouvoirs publics de réfléchir à l'avenir de ce type de quartier. Et en termes de mixité, vers quel type de mixité aussi on va? Est-ce qu'on répond par exemple aux besoins en termes de logements publics abordables, d'espaces de crèches, d'enseignement? Qu'est-ce que ça implique comme reconfiguration de ces quartiers? On a vu trop grand, selon vous, les autorités régionales ont vu trop grand à un moment donné, en termes de développement? Peut-être, et alors se pose la question de à quels besoins elles répondaient en voyant si grand aussi. Et vous, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que les plans réglementaires, finalement, ils sont aujourd'hui trop ambitieux en termes de développement de surface de bureaux? C'est difficile à dire parce que je pense qu'il faudrait additionner tous les quartiers et c'est sûr que si on met tout l'un à la suite de l'autre, on peut se dire que ça fait beaucoup. Maintenant, la demande, elle reste là et comme je le disais en début de session, je pense que l'hypercentre, le centre de Bruxelles, le quartier européen, le quartier nord, le quartier du Midi, quand il y aura plus de projets là-bas, sont des quartiers extrêmement accessibles qui répondent à une demande aussi des jeunes et des jeunes travailleurs qui ont ce mode de vie extrêmement urbain, qui sont très peu dépendants de la voiture et qui souhaitent habiter là où ils travaillent, la ville du quart d'heure, dont on parle beaucoup. Tous ces quartiers répondent à cette demande. Et donc on reste des axes moteurs de développement, ça reste autour des gares, comme c'est le cas depuis déjà plusieurs années?
Probablement, oui. Ouais. Oui, très clairement. Et si on veut une reconfiguration de la mobilité, c'est effectivement les espaces qui sont les plus accessibles, que ce soit au niveau régional, métropolitain, national. Et donc, il y a clairement un enjeu de ce que deviendront ces quartiers, oui. Ouais. Alors, Astrid Flamand, pression sur les prix. Est-ce que le fait que, finalement, il y ait des surfaces de bureaux qui ont du mal à se louer, est-ce que ça fait que, en conséquence, les loyers sont moins chers ? Ben, écoutez, oui et non. Je pense que les bâtiments qui ne sont pas bien localisés, ou en tout cas bien localisés dans le sens qu'on comprend aujourd'hui, hein, peut-être pas d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, et qui n'ont pas été rénovés ou qui ne sont pas d'une qualité, qu'elle soit architecturale ou environnementale, suffisante, ces bâtiments-là souffrent bien entendu et ont des loyers relativement comprimés. Par contre, quand on parle de bâtiments bien localisés qui en plus sont rénovés, répondent aux demandes environnementales. Là, on est sur une augmentation des loyers qui n'avait pas été vue depuis plusieurs années, voire décennies à Bruxelles. Donc on a vraiment un marché qui se différencie énormément entre le bâtiment bien localisé de qualité et le bâtiment moins bien localisé qui n'a pas été rénové, par exemple. Ouais, et donc on voit une région à plusieurs vitesses, finalement, en matière de développement, hein, Mathieu Strahl. Tout à fait. Et alors, ça pose la question, effectivement, si les espaces les plus centraux restent les plus attractifs, ce qui est assez attendu dans la logique immobilière, comment y maintenir des activités moins, entre guillemets, rentables ? Et à l'inverse, dans les quartiers moins attractifs actuellement pour les espaces de bureaux, que deviennent ces bâtiments-là? C'est des quartiers qui sont moins accessibles. Est-ce que c'est là qu'il faut y développer du logement? Quelle reconfiguration de l'offre de transport en commun pour rendre ces espaces plus accessibles, par exemple? Oui. En termes d'aménagement, aujourd'hui, Astrid Flamand, on parle beaucoup de flex space, où il n'y a pas un poste, un bureau par travailleur. Ça, c'est une tendance aussi qui est très lourde. On ne reviendra pas en arrière. C'est la manière aujourd'hui de vivre dans un espace de bureau et ça ne changera pas. Écoutez, je pense que la vérité elle est très différente selon le type d'occupant. On a vraiment des occupants qui sont en full flex, où on doit réserver sa place le matin sur smartphone. Comme on réserve une place de parking, on va réserver sa place de bureau. Et on va avoir son petit casier à l'entrée. Je pense que les grandes entreprises de conseil fonctionnent comme ça déjà depuis quelques années. À l'opposé, un cabinet d'avocats va garder ses bureaux fermés, personnels, avec portes et fenêtres pour chaque avocat qui a un certain niveau, voire même pour les plus jeunes. Et donc on est vraiment sur des aménagements relativement différents en fonction de la typologie du Mais la de tendance l'occupant. générale est au flex space. Quand même, oui. Ouais. Je pense que ça y va de plus en plus. Oui. Alors, Mathieu Strahl, vous avez également étudié la possibilité d'étalement urbain lié au télétravail, le fait que l'exode urbain augmente dans les prochaines années à cause de ce télétravail. Est-ce qu'on a des chiffres qui confirment ça aujourd'hui ? Alors, c'est une question effectivement qui se pose très fortement, en particulier à Bruxelles, où on a déjà la moitié des travailleurs et travailleuses actifs dans la région qui n'y habitent pas. Quel va être l'impact du télétravail? Parce qu'effectivement, on voit qu'on recourt d'autant plus au télétravail qu'on vit loin de son lieu d'emploi, donc qu'on habite dans des périphéries plus éloignées. Le télétravail permet de s'exonérer d'une partie de ses déplacements domicile-travail au moins quelques jours par semaine. Est-ce que ça va induire l'envie d'aller habiter plus loin? C'est une tendance qui semble s'observer dans les questionnaires quand on interroge les personnes qui recourent au télétravail. Après, est-ce que cette envie va pouvoir se réaliser? Ça dépend des moyens, ça dépend de l'aménagement du territoire. Ce qu'on voit en tout cas à Bruxelles, c'est que ces dernières années, on a de nouveau une hausse assez nette du nombre de personnes qui quittent Bruxelles pour aller habiter en Flandre ou en Wallonie. Oui, et donc ce télétravail pourrait avoir des conséquences financières assez lourdes pour la région bruxelloise, tant qu'en termes d'impôts fonciers pour les bureaux, mais aussi impôts des personnes qui payent des impôts ici en région bruxelloise et qui quittent la région bruxelloise. Alors en sachant que le profil des personnes qui télétravaillent, c'est déjà le profil des gens qui allaient tendanciellement aller habiter en périphérie, et donc c'est plutôt un renforcement d'une tendance qui est déjà présente, mais effectivement c'est des impôts sur les revenus qui échappent à la région, qui échappaient déjà à la région en grande partie. Et alors la question, oui, du précompte immobilier sur les bâtiments de bureaux, ça dépend de ce que redeviendront ces bâtiments de bureaux.
Est-ce que ça va être le fait de bâtiments de logement et dans ce cas-là, le précompte deviendra un précompte sur de logements? Est-ce que c'est des bâtiments qui restent vides? Qu'en est-il du paiement sur ces bâtiments-là? Oui, Astrid Flamand, est-ce qu'il y a aussi des questions que vous vous posez sur l'attractivité commerciale de la ville? Moins de gens qui travaillent en ville, c'est moins de personnes qui sont susceptibles d'aller faire des courses entre l'heure de midi ou après le travail. Est-ce que vous voyez des conséquences sur votre portefeuille commercial? Oui, c'est vraiment un questionnement très intéressant parce qu'en effet, moins de gens qui viennent tous les jours, c'est moins de personnes qui vont chercher leur sandwich, qui font leurs courses après. On a un cas très, très intéressant parce que nous sommes propriétaires du City 2, du shopping à Rogier, donc qui est attenant au quartier nord. Et on a eu une grosse crainte parce qu'on l'avait rénové juste avant le Covid et on s'est dit, oulala, notre clientèle principale étant les occupants du quartier nord, on va avoir un souci. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, je pense que ces personnes viennent moins au bureau, donc ne sont peut-être pas quotidiennement clients du food court, par exemple, mais qu'on a une clientèle extrêmement jeune qui, elle, a beaucoup plus tendance à manger à l'extérieur, même le petit déjeuner, voire le lunch, voire après le travail, et que donc cela s'équilibre et dans notre food court, on voit qu'il n'y a pas du tout de problème d'attractivité. Donc pas de baisse de fréquentation. Qu'on n'a pas de baisse de fréquentation, on a juste une fréquentation qui est peut-être différente de celle qu'on avait attendue. Ouais. Vous confirmez ça? Il y a des études aujourd'hui sur l'attractivité de certains commerces ou pas, où on est en manque de repères statistiques? Ce qu'on voit par exemple à Bruxelles, c'est que autant les déplacements en matinée aux heures de pointe ont tendance à baisser, notamment les jours où le recours au télétravail est fort, donc c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, autant par contre la fréquentation, que ce soit des transports en commun ou des axes routiers le week-end, et en soirée continue à augmenter. Et donc il y a peut-être des formes de changement de comportement et de fréquentation de l'espace urbain, mais pas nécessairement une baisse de cette fréquentation, un changement des horaires et des pratiques. Et il ne faut pas oublier que Bruxelles continue à gagner des habitants et sa périphérie aussi, et que toute une série de personnes viennent à Bruxelles pour des raisons familiales, culturelles, d'achat, et que dans la mesure où ce volume de population continue à augmenter, la demande elle-même en partie augmente aussi. Ouais. Alors Astrid Flamand, on parlait d'un changement de visage de la ville. C'était ma première interpellation. Selon vous, en 2050, ce visage sera forcément différent de celui qu'il est aujourd'hui? Oui, je pense que le quartier monofonctionnel n'existera plus. On se dirige vraiment vers plus de bureaux ou plus d'autres fonctions dans les quartiers résidentiels et plus de résidentiels dans les quartiers de bureaux. Donc ce sera une ville beaucoup plus mixte, oui, je pense. Mais merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.